Pour vous parler du thème de la honte, je vais d'abord dire que c'est un thème qui a été choisi par Thibaut et Bruno, je crois, et que j'ai tout de suite trouvé que c'était une très bonne idée parce qu'il y a un côté un peu tabou à la honte. Par définition, c'est pas un sujet sur lequel on est très enclin à partager spontanément, et en même temps, c'est un sujet assez complexe, comme on va le voir notamment à travers quelques personnages littéraires. Le premier d'entre eux, le premier personnage dont je vais vous parler, c'est un personnage qui a été créé par Balzac et qui s'appelle César Birotteau. Et donc, peut-être que certains d'entre vous ont lu César Birotteau. C'est un roman qui raconte la chute d'un parfumeur parisien qui, une fois n'est pas coutume chez Balzac, doit sa réussite non pas à d'ignobles pratiques ou des complots ou une ambition éhontée, mais qui au contraire a atteint une certaine réussite sociale à travers un labeur, un esprit entrepreneurial et une très grande probité. Et le pauvre César se casse la figure, fait faillite, et c'est toute l'histoire du roman de Balzac. Et à travers le personnage de César Birotteau, on voit donc différentes facettes de la honte, puisque la faillite à l'époque est une honte à laquelle il est près il peine à survivre en fait. Il est presque tué par la honte de la faillite. Et ce qu'on voit notamment à travers le personnage de César Birotteau, c'est que le sentiment de honte renvoie au sentiment d'orgueil, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est parce qu'il a péché, il a commis le péché d'orgueil qu'il connaît l'humiliation et la honte, puisque pendant longtemps César Birotteau, qui est un parvenu en quelque sorte, puisqu'il est d'origine paysanne, a su se tenir à sa place. Donc il a accédé à certains honneurs, il est juge au tribunal de commerce, il est adjoint au maire du 2e arrondissement. Mais il a eu la sagesse, sous les conseils de sa femme, qui est beaucoup plus intelligente que lui d'ailleurs, il a eu la sagesse de rester quand même à sa place. Donc il a par exemple préféré le poste d'adjoint au maire au poste de maire, pour ne pas être trop sur le devant de la scène. Et puis quand le roman commence, tout se gâte parce que César a un peu la folie des grandeurs. On lui remet la Légion d'honneur et donc il décide d'organiser un bal somptuaire et de faire des travaux tout à fait ostentatoires dans son appartement. Donc ça lui monte un peu à la tête et c'est à partir de là, quand il a donc cet orgueil excessif, que sa chute commence. Donc la honte renvoie d'une certaine façon à l'orgueil. Ce qui est intéressant aussi dans la honte de César Birotteau, c'est de voir à quel point la honte est relative à des normes sociales. C'est-à-dire que pour un lecteur du XXIe siècle, on est assez stupéfait de voir à quel point la faillite est un déshonneur à l'époque des parachutes dorés, à l'époque où on constate quand même aujourd'hui des sauve-qui-peut généralisés quand il y a des déboires financiers dans une entreprise. On est surpris de lire qu'à l'époque vraiment il y a presque un côté code de l'honneur comme dans les chevaliers du Moyen Âge, et faire faillite, c'est vraiment trahir la confiance de ses pairs, puisque on laisse des dettes derrière soi, et que ça c'est quelque chose de tout à fait inacceptable socialement. Donc la honte de César est directement proportionnelle à un code de l'honneur social qui est en vigueur à un temps T. Et puis la honte, elle est aussi bien sûr proportionnelle ou relative aux valeurs personnelles. Et c'est ce qu'on voit très bien là encore dans le roman. Vous savez que dans les romans de Balzac, il y a beaucoup de figures d'escrocs, d'ambitieux sans scrupules, de gens qui n'ont aucune morale. À l'inverse, César Birotteau se caractérise par sa probité. Ça nous est asséné tout au long du livre. César Birotteau, c'est l'archétype de la probité. Et donc, si la faillite lui est aussi douloureuse, c'est aussi parce que pour lui, l'honnêteté et la probité étaient vraiment le socle de tout son parcours personnel et professionnel. Donc là aussi, on voit que la honte n'est qu'une réaction par rapport à des normes personnelles qu'on s'impose. Enfin, ce qui est assez fascinant dans le roman de Balzac, c'est que cette honte, qui est donc une épreuve qui
pour un peu emporterait César dans la mort, finalement va être un levier vers quelque chose de encore plus, un destin finalement très grand et une gloire, puisque la honte est tellement violente qu'il décide qu'il va tout rembourser, ce qui paraît absolument hors de portée, ce qui paraît inaccessible au vu de l'ampleur de ses dettes, mais il en fait une espèce de vœu presque religieux, il décide qu'il va tout rembourser jusqu'au dernier centime. Et donc il se transforme en une espèce d'ascète, il vit dans la plus grande pauvreté, sa femme, sa fille deviennent de modestes salariés, et comme ça, sou à sou, jour après jour, il cumule des économies, et il finit par être donc il y a une forme de rédemption puisque à la grande stupéfaction du monde des affaires, il arrive à payer finalement l'intégralité de ses dettes. Et il devient comme ça une espèce de figure quasiment mystique, puisqu'on ne parle plus que de l'extraordinaire rédemption de César Birotteau. Il y a cette phrase qui est, je trouve assez belle. On nous dit César, chassé du domaine de la probité, était une image de l'ange soupirant après le pardon. Donc vous voyez qu'il se transforme en une espèce d'ange, et donc il accède comme ça, à travers l'épreuve de la honte, à une grandeur qui est bien supérieure à celle à laquelle il accédait par son bal grandiloquent et toute sa réussite tape à l'œil. Donc on voit que la honte peut aussi être, malgré son côté douloureux, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et c'est la belle leçon de César Birotteau, c'est que la honte peut aussi être fructueuse dans certains cas, elle n'est pas toujours stérile. Voilà pour une première forme de honte et un premier roman. Il y a une autre forme de honte qui, à mon sens, est beaucoup plus présente dans nos métiers aux uns et aux autres, ou dans nos entreprises aux uns et aux autres, que la honte de la faillite. C'est la honte de ne pas pouvoir bien faire son travail, la honte du travail mal fait. Et pour illustrer cette thématique, j'ai choisi un très beau roman, un roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Établi, qui est un roman de Robert Linard, qui était un intellectuel maoïste, qui était par ailleurs normalien, donc qui a une très belle écriture. Et en fait, il raconte son immersion, si je puis dire, dans les chaînes de fabrication de Citroën à Choisy-le-Roi dans les années 68-69. Donc L'Établi, le titre, c'est à la fois le statut de Robert Linard, puisque les intellectuels de gauche militants qui faisaient le choix d'aller travailler dans les docks ou dans les usines pour éveiller la conscience politique des ouvriers s'appelaient des établis. Et puis, c'est aussi le nom de l'établi, la table de travail de l'artisan. Et donc, c'est un récit assez poignant du travail à la chaîne. Et dans l'extrait que je vais vous lire, on voit en fait un vieil ouvrier qui travaille donc dans cette usine de fabrication des 2 chevaux et qui, dans ce monde tout à fait déshumanisé où règne le travail à la chaîne, a réussi, comme par miracle, à sauvegarder un petit îlot d'artisanat et de créativité et d'intelligence du travail, et puisque on lui fiche la paix parce que ce retoucheur est très doué. Donc le premier extrait que je vais vous lire, on voit travailler ce vieil ouvrier, et puis le deuxième extrait que je vais vous lire, c'est quand les choses se gâtent, parce que le bureau des méthodes, et là ça fait vraiment écho avec toutes les questions de normes dont on nous bassine parfois aujourd'hui. Donc le bureau des méthodes a décidé que son outil de travail n'était pas conforme et lui a retiré son établi. Donc je vous lis les 2 extraits. Ce retoucheur est un homme à cheveux blancs, méticuleux, dont j'observe avec admiration les gestes habiles. On dirait un petit artisan et il paraît presque déplacé, oublié comme un vestige d'une autre époque dans l'enchaînement répété des mouvements de l'atelier. Un artisan, presque un artiste. Le plus étonnant, c'est son établi. Un engin indéfinissable, fait de morceaux de ferrailles et de tiges, de supports hétéroclites, d'étaux improvisés pour caler les pièces, avec des trous partout, et une allure d'instabilité inquiétante. Ce n'est qu'une apparence. Jamais l'établi ne l'a trahi ni ne s'est effondré. Et quand on le regarde travailler pendant un temps assez long,
on comprend que toutes les apparentes imperfections de l'établi ont leur utilité. Par cette fente, il peut glisser un instrument qui servira à caler une partie cachée de la portière. Par ce trou, il passera la tige d'une soudure difficile. Par cet espace vide en dessous, qui rend l'ensemble si fragile d'apparence, il pourra faire un complément de martelage sans avoir à retourner la portière déjà calée. Cet établi bricolé, il l'a confectionné lui-même, modifié, transformé, complété. Maintenant, il fait corps avec, il en connaît les ressources par cœur. Donc voilà pour cette description du vieil ouvrier au travail. Et puis maintenant, on va voir comment les choses se gâtent. Donc on lui a retiré son établi. Et les chefs viennent le voir travailler. Des années d'habitude, de gestes connus par cœur, d'expérience, bousillés d'un coup. Bon, il a essayé de faire face et de surmonter l'obstacle, en se concentrant, en s'accrochant, en essayant d'inventer à chaque mouvement, contre cette grosse brute de machine sortie tout droit de la tête d'un bureaucrate qui n'a jamais tenu un marteau ou une lime. Mais il avait besoin de toute son attention. Et comment la conserver maintenant que cette troupe de chefs massés autour de lui l'inquiète, le désarçonne, le trouble? Il s'embrouille, commence à marteler sans avoir calé des deux côtés. La portière glisse, il s'y reprend, une soudure, une autre. La main qui tient le fer à souder tremble. Pour la troisième soudure, il faut retourner. Il dévisse les étaux, revisse. Oui, mais de l'autre côté, il aurait fallu marteler. Il dévisse, retourne la portière, revisse, rougit, gêné parce qu'il se rend compte qu'il vient de faire une opération en trop, ce qui n'a pu échapper à son redoutable public. Écarlate, en sueur, il essaye de ne pas les voir, de travailler collé à ses retouches pour retrouver une contenance. Il se penche plus, veut aller plus vite, mais le gros engin de fonte casse ses initiatives. De nouveau les opérations inutiles, de nouveau les retouches moins nettes. Les cheveux blancs de Marcy se collent à son front, emmêlés. Il souffle comme un bœuf, des gouttes de sueur coulent jusque dans son cou, mouillent le col bleu de sa vareuse. Binot, je vous observe depuis un quart d'heure, vous faites n'importe quoi. La meilleure des machines ne sert à rien si celui qui l'utilise ne fait pas l'effort d'en comprendre le fonctionnement. On vous monte une installation moderne, soigneusement mise au point, et voilà ce que vous en faites. Donc je trouve que c'est un récit assez poignant de la souffrance de celui dont on sabote le travail, et finalement ce qui est terrible, c'est que au bout d'un moment, on va lui rapporter son établi, faisant finalement le constat du fiasco qu'est ce nouvel engin qu'on lui a apporté. Mais Robert Linard dit que le vieil homme travaille désormais avec une lueur de peur dans le regard qui ne le quittera plus jamais. Donc on voit bien qu'à travers ce sabotage, on a atteint non seulement son travail, mais on a détruit cet homme parce que on l'a humilié et on l'a mis dans une situation où il ne pouvait plus bien faire son travail. Donc je trouve que c'est une illustration assez saisissante de la honte qu'on a quand on ne peut pas bien faire son travail, y compris quand on est complètement innocent, c'est-à-dire qu'on n'y est pour rien. Et donc il y a quelque chose là d'assez paradoxal, puisque les victimes ont honte de mal faire leur travail, et cette situation où on sabote le travail des salariés est assez fréquente. Le on, dans le cas de Robert Linard, c'est le bureau des méthodes, mais le on, ça pourrait être aussi une hiérarchie imbécile, des normes ridicules, des objectifs irréalistes, des règles débiles, etc. Et on voit aujourd'hui qu'il y a souvent bien des entraves qui rendent impossible le travail bien fait. Et ça fait pour moi une passerelle avec les travaux d'un psychologue du travail que vous connaissez peut-être et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Clos, et qui a beaucoup écrit sur le travail bien fait. Et Yves Clos affirme que la solution à tout ce qu'on appelle de ce nom atroce que des troubles psychosociaux, c'est-à-dire le mal-être au travail, que la solution pour lui, c'est de mettre les personnes dans des situations où elles peuvent bien faire le travail. Et que la racine de tous les maux, c'est justement cette impossibilité de bien faire le travail. Donc ce roman de Robert Linard illustre bien la violence de cette honte à ne pouvoir exécuter correctement le travail qu'on nous assigne.
Et enfin, pour terminer, non pas pour terminer, pour continuer, mais je vais aller vite, je voudrais parler de la honte qu'on a parfois, non pas à ne pas pouvoir bien faire son travail, mais à faire partie d'un corps professionnel dans lequel on ne se retrouve pas, c'est-à-dire de la honte collective de faire une profession dont les pratiques ne sont pas alignées, pour utiliser un terme très à la mode, avec nos propres valeurs. Et pour ça, je voudrais parler de La maladie de Saxe, qui est un roman de Martin Winkler que vous connaissez peut-être. Et vous savez que Martin Winkler, donc ça a été également adapté en film, et Martin Winkler a beaucoup écrit sur le métier de médecin en dénonçant avec beaucoup de virulence, peut-être parfois de façon excessive, mais je pense qu'il a aussi fait bouger beaucoup les choses, certaines pratiques médicales et certains abus de pouvoir de la part des médecins. Et dans La maladie de Saxe, et je suis en train de chercher la photocopie de l'extrait parce que le livre était très lourd, dans La maladie de Saxe, il a des propos assez violents sur la honte qu'il éprouve à voir la façon dont ses pairs médecins opèrent parfois vis-à-vis des patients. Pendant 10 ans d'études, j'ai appris à palper, manipuler, inciser, suturer, bander, plâtrer, ôter des corps étrangers à la pince, mettre le doigt ou enfiler des tuyaux dans tous les orifices possibles, piquer, perfuser, percuter, faire un bon diagnostic, donner des ordres aux infirmières, rédiger une observation dans les règles de l'art. Mais pendant toutes ces années, jamais on ne m'a appris à soulager la douleur ou à éviter qu'elle n'apparaisse. Jamais on ne m'a dit que je pouvais m'asseoir au chevet d'un mourant et lui tenir la main et lui parler. La morphine existe depuis 1805, mais ici, dans ce pays millénaire, ce pays de lumière, ce pays de culture, il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les médecins, ces parangons de vertu et d'humanité, comprennent que chez l'enfant, le silence est le signe des pires souffrances et se décident à leur donner de la morphine pour les soulager. J'ai beau n'être qu'un petit capot, je n'en suis pas moins l'un de ces bourreaux. J'ai été éduqué par des bourreaux et je fais le même métier qu'eux. Donc c'est un texte d'une extrême violence sur les pratiques médicales qu'on peut peut-être juger un peu excessif, mais en fait c'est le texte dans le livre d'un jeune interne, donc qui a encore cette capacité de révolte qui est là, et c'est ce que je trouve intéressant dans le roman La maladie de Saxe, c'est de voir le lien entre la honte et la révolte, parce que c'est cette honte-là d'assister à des scènes qui le choquent profondément, c'est cette honte-là qui finalement chez lui est très proche de la révolte, et c'est elle qui va aussi être à l'origine de son engagement pour dénoncer des pratiques, à la fois à travers ses romans et puis aussi à travers ses prises de position publiques, etc. Donc là encore, ce qu'on voit dans cette honte d'appartenir à un métier dont on réfute les pratiques, elle va finalement être très fructueuse, et je pense qu'on peut faire le parallèle peut-être avec certains lanceurs d'alerte qui, si à un moment ils prennent l'initiative de prendre la parole et de dénoncer, c'est peut-être aussi parce qu'ils ressentent cette honte et que le silence est une façon de cautionner des choses qui les heurtent profondément. Je termine avec un dernier texte qui va nous montrer cette fois que la honte peut aussi être encore une fois une émotion assez douloureuse mais également assez fructueuse, et que si on a beaucoup d'imagination, comme c'est le cas de Romain Gary, on peut arriver à construire à partir de la honte. Et là, je vais vous lire un texte que moi j'aime vraiment beaucoup, dans lequel on trouve tout le génie et toute la démesure de Romain Gary, puisque c'est un extrait de son roman Les Cerfs-Volants, dans lequel on raconte en fait une histoire d'amour qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un jeune homme et une jeune femme qui sont très amoureux et qui sont séparés par, on va dire, la grande histoire pour aller vite, qui se retrouvent finalement, et il s'avère que Lila, la jeune femme, a eu un amant allemand et qu'elle a été tondue pendant l'épuration. Et son amoureux n'en a que faire et est très heureux de la retrouver et tout va bien. Et donc il décide de se marier, et la scène que je vais vous lire se passe le matin du mariage. Le matin avant la cérémonie, Lila se regarda longuement dans le miroir et fit la grimace. « Il faut que j'aille chez le coiffeur. »
Je ne compris pas d'abord. Il n'y avait qu'un coiffeur à Cléry, et c'était Chinot. Je la regardai et elle me sourit. Je compris. Duprat nous avait prêté une de ses 2 fourgonnettes pour la journée, et à 11 heures, nous nous arrêtâmes devant la boutique du coiffeur. Chinot était seul à l'intérieur. Il eut, en nous voyant, un mouvement de recul. « Je voudrais que vous me coupiez les cheveux à la dernière mode, dit Lila. Regardez, ils ont repoussé, ça ne se voit plus. » Elle se dirigea vers un fauteuil et s'assit, souriante. « Comme la dernière fois, dit Lila. » Chinot ne bougeait toujours pas. Il était devenu blême. « Allons, monsieur Chinot, lui dis-je, nous nous marions tout à l'heure, nous sommes pressés. Ma fiancée souhaite que vous lui rasiez le crâne, comme il y a 6 semaines à peine. Ne me dites pas que l'inspiration vous a quitté en si peu de temps. » Il jeta un coup d'œil vers la porte, mais je hochai la tête. « Allons, allons, je sais bien que ce n'est plus la joie des premiers jours et que le cœur n'y est plus, mais il faut savoir entretenir la flamme sacrée. » Je pris la tondeuse et la lui tendis. Il recula. « Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, je vous jure. Ils sont venus me chercher. On ne va pas discuter pour savoir si c'est eux, moi, je, les nôtres ou les autres, mon vieux. C'est toujours nous. Vas-y. » Il s'approcha du fauteuil. Lila riait. « Intact, pensai-je. Cela reste toujours intact. » Chinot se mit au travail. En quelques minutes, le crâne de Lila fut aussi rasé qu'au premier jour. Elle se pencha et s'admira dans le miroir. « Ça me va vraiment bien. » Bon, c'est difficile de commenter un texte aussi, enfin pour moi qui est vraiment un texte génial. Donc je suis très heureuse, si vous ne le saviez pas encore, de vous apprendre que Romain Gary est enfin à la Pléiade. J'étais en état de choc quand j'ai appris que Jean d'Ormesson était à la Pléiade et que Romain Gary n'était toujours pas à la Pléiade. Donc ça y est, c'est réparé. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il méritait sa place à la Pléiade. Je trouve que c'est un texte quand même d'une force inouïe, où on voit donc cette jeune femme qui réussit à renverser les rôles de façon extraordinaire, puisqu'elle fait du symbole de son humiliation, donc de sa honte, le symbole de sa liberté, et qu'elle va fanfaronner dans le village avec son crâne tondu et son mari, au bras de son mari, sur les marches de la mairie. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette idée romanesque et dans cette façon dont on voit que la honte, donc, on peut peut-être parfois la retourner vers les bourreaux, la honte des victimes, pour essayer, là encore, quand on est la victime, de se rappeler que la honte n'est peut-être pas là où elle devrait être et que on peut la retourner vers l'autre.